Objectif Élysée, les candidats face à l'euro et à l'Europe. Eh bien, on reçoit 3 de leurs représentants ce soir. D'abord, Philippe Murer, vous êtes économiste, conseiller de Marine Le Pen, président du collectif Nouvelle Écologie. Merci d'être avec nous. À vos côtés, Philippe Martin, économiste et spécialiste de l'Europe, et vous êtes conseiller d'Emmanuel Macron. Et puis Danielle Simonet, bonsoir, coordinatrice du Parti de gauche, porte-parole de Jean-Luc Mélenchon et conseillère de Paris. Alors il y a ceux qui carrément veulent quitter l'Europe, couper les ponts et quitter l'euro. Écoutez Marion Maréchal Le Pen tout à l'heure au 13h d'Anne-Claire Coudray. Il y aura vraisemblablement un certain nombre d'effets immédiats avec la sortie de l'Union européenne. Il y aura aussi beaucoup d'effets positifs dont on parle peut-être moins, et au premier rang desquels un regain quasi immédiat de compétitivité dont nous avons besoin pour notre industrie et pour notre agriculture. Sauf que notre industrie est très dépendante aussi des produits que nous achetons à l'extérieur. Mais ça c'est très important aussi, c'est une question aussi de liberté politique. Parce que ce dont on ne parle pas, c'est qu'avec cette monnaie européenne, demain, si nous prenons une décision qui déplaît à la Commission de Bruxelles, comme par exemple la sortie de l'espace Schengen, nous pourrions subir le chantage qu'a subi la Grèce de se voir couper par la Banque Centrale Européenne les liquidités. Et donc sur le long terme, c'est aussi une question de liberté politique. Alors, vous n'êtes évidemment pas tous d'accord sur ce plateau. Je vais commencer quand même avec vous, Philippe Murer. Vous êtes d'accord donc sur le fait que sortir de la zone euro, ça entraînerait une liberté politique ? Évidemment, c'est une liberté d'avoir sa monnaie. Il n'y a pas d'État, pas de nation qui n'a pas de monnaie, à part dans quelques pays de l'Union européenne d'ailleurs. Mais en fait, on peut renverser la charge de la preuve. Le coût de l'euro, il est gigantesque. D'ailleurs, il est financier, mais il est aussi au niveau du chômage. Mais financier, on a prêté 40 milliards d'euros à la Grèce qu'on ne reverra jamais parce que la Grèce est tellement endettée jusqu'au cou qu'elle ne peut pas les rembourser. Laisser dégringoler la Grèce ? Non, mais il fallait les prêter, il fallait faire autrement. Mais vous savez, Napoléon l'avait bien compris. Pourquoi il crée la Banque de France en 1800 ? Qu'est-ce qu'il dit à ce moment-là ? Il dit... On n'est plus en 1800. Oui, mais les principes restent intangibles et intemporels. Si, celui-là surtout, si un gouvernement dépend des banquiers pour l'argent, ce sont ces derniers et non les dirigeants du gouvernement qui contrôlent la situation. Car la main qui donne est au-dessus de la main qui reçoit. Et voilà pourquoi nous n'avons plus de Banque de France. On a une Banque Centrale Européenne, certes, mais qui est dirigée par un ancien banquier de Goldman Sachs, vous le savez tous. Vous avez vu que donc, la Banque de privée. France, on a été obligé dans les années 60 de faire le nouveau franc tellement c'était dévalué et que l'euro a évité aussi des dévaluations considérables. Vous connaissez la croissance et l'inflation dans les années 60 allez-y. Je vais vous dire, nos compatriotes français seraient heureux. Il y avait 3% de croissance grâce à la dévaluation assez forte de 58, avec 3% d'inflation. La France était le tigre du monde avec le plus dans les 30 glorieuses c'était ça que les 30 glorieuses. C'était ce genre de belle politique. C'est un autre contexte. Philippe Martin, vous n'êtes pas du tout d'accord, on imagine, avec ce que vient de dire monsieur. Non, pas du tout, parce que je pense que ce qu'il faut, c'est pas détruire ou tuer l'euro, il faut le guérir. C'est vrai qu'il y a un certain nombre de choses qui ne marchent pas dans la zone euro. Emmanuel Macron l'a dit. Il a dit en effet que la crise de la zone euro a été mal gérée, qu'il y a eu trop d'austérité à ce moment-là. Et donc ce qu'il faut, c'est en effet trouver les moyens de réformer la zone euro. C'est pas de la détruire. On veut pas tuer le patient. On veut le guérir. Et tout à l'heure, j'ai entendu Marion Maréchal Le Pen. Il est guérissable, donc. Absolument, et on a des propositions, évidemment, pour aller dans le bon sens. J'entendais Marion Maréchal Le Pen tout à l'heure dire « vraisemblablement, il y aura des effets ». Vraisemblablement, c'est pas très précis. C'est-à-dire que... mais c'est donc elle en a conscience. Elle en a conscience, mais personne ne sait exactement comment on va le faire. Et donc moi, on attend des réponses. Il va falloir qu'on nous dise qu'est-ce qui va se passer, quand est-ce qu'on fait le référendum, qu'est-ce qui se passe entre le référendum et la sortie de l'euro, parce que ce qui va se passer quand même, s'il faut le dire, c'est que tout le monde va prendre peur, évidemment. Pourquoi ? Parce qu'on va avoir une dévaluation environ de 20-30%, personne ne le sait. Et évidemment, les gens qui ont une épargne, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont le mettre... Nos voisins européens sont d'ailleurs très inquiets. On écoutera des économistes tout à l'heure. Regardez l'augmentation des taux d'intérêt en ce moment. Il y a une petite probabilité que Marine Le Pen soit élue, et donc du coup, les taux d'intérêt augmentent. Ça va être multiplié par 10, évidemment, si Marine Le Pen arrive au pouvoir. Vous savez bien que c'est à cause de Trump que les taux augmentent. Parce que pas du la tout, croissance pas du tout, augmente là-bas. Bien sûr que si. C'est des USA que ça vient. Non, il y a au moins 50 points de base d'augmentation des taux d'intérêt qui viennent du fait que, en effet, tout le monde se dit, si la France sort de la zone euro, il va y avoir une très forte dévaluation. Donc évidemment, les actifs qui sont aujourd'hui en euros seront libellés en francs français. Et ça veut dire que les épargnants vont y perdre beaucoup. On attend des précisions
comment on va faire. Et on a bien vu qu'au moment de la crise grecque, c'est-à-dire au moment où justement il y avait un danger que la Grèce sorte de la zone euro, tout le monde partait et on ne pouvait plus retirer son argent de la banque. Donc je pense que c'est ce que vous allez faire. C'est ce que vous allez mettre des restrictions sur les paiements et on va interdire aux Français de reprendre leur argent dans leur compte en banque. Quel est votre positionnement par rapport à celui du Front National de Marine Le Pen? Et de celui de Macron aussi. Et de celui de Macron. D'abord, je vous remercie d'organiser ce débat parce que c'est la question centrale de ces élections présidentielles. Finalement, il y a 3 offres politiques cohérentes dans ces élections présidentielles. L'offre représentée par M. Macron qui finalement défend la règle d'or. Une grande partie du programme de M. Macron correspond finalement quasiment mot pour mot aux directives libérales européennes. Vous avez ensuite l'offre politique de Mme Le Pen qui est la règle brune. Donc c'est le repli dans l'État-nation, finalement, mais sans remettre en cause absolument pas ni les directives libérales en tant que telles, ni la question du poids de la finance dans l'économie. C'est un capitalisme financier national. Et vous, c'est quoi alors? Parce que Jean-Luc Mélenchon est à Rome justement pour essayer de refonder une Europe. Jean-Luc Mélenchon est à Rome pour le sommet internationaliste du Plan B qui a commencé en fait à l'initiative du parti de gauche au lendemain justement de la crise grecque. C'est l'abandon de l'euro, le plan B? Non, pas du tout. L'idée, c'est d'abord de se dire, de prendre conscience qu'il faut totalement refonder l'organisation de cette Union européenne, car l'Union européenne devait être la solution, elle devient le problème. Pourquoi est-ce qu'elle devient le problème? Moi, vous savez, 2005 a été un moment extrêmement important. J'ai participé activement à la campagne pour le non parce qu'on estimait que le traité constitutionnel européen nous imposait une Union européenne qui était antidémocratique, qui constitutionnalisait des politiques libérales. Vous avez à la fois la Banque centrale européenne, l'indépendance de la Banque centrale européenne, qui est une aberration, puisqu'elle a une interdiction de prêter aux États, et résultat, l'ensemble des États s'endettent sur les marchés financiers. Voilà une des premières causes de l'endettement des États. Soit l'Europe se réforme, soit vous la quittez. C'est ça, en gros, soit l'Europe, la théorie soit nous Mélenchon. arrivons à convaincre d'une refondation profonde de l'Union européenne. C'est ce que je dis. En disant d'emblée, les directives libérales, les traités européens, nous refusons de les appliquer, nous nous engageons à y désobéir, soit avec les partenaires qui le souhaiteront, nous ferons ce que nous avons proposé dans le plan A, c'est-à-dire refonder, dire l'indépendance de la BCE, non, on ne dépend plus des marchés financiers. Et ça, vous êtes d'accord avec Marine Le Pen alors? Bien sûr que non, parce que l'interdiction, par exemple, l'Union européenne, dans ses traités, interdit toute harmonisation sociale et fiscale. Nous voulons au contraire une harmonisation sociale et fiscale. Nous sommes profondément internationalistes et nous sommes profondément pour une coopération entre les peuples. Vous sortez de l'euro ou pas? À partir du moment... Non, mais répondez, parce que sinon on va pas y arriver. À partir du moment où la France, qui représente 18% du PIB, 18% du PIB européen, à partir du moment où la France ne va pas faire comme Hollande, qui avait promis une renégociation, mais qui n'a strictement rien renégocié, qui n'a créé aucun rapport de force, à partir du moment où la France vient et crée ce rapport de force en disant, mais à l'issue des négociations, sur le plan A. Nous avons le plan B, qui est donc la sortie des traités. Et nous soumettrons cela à référendum. Vous aussi, comme le Front National. Mais bien sûr que non, parce que le Front National, eux, ne souhaitent aucune coopération. Il y a des points communs. Mais donc, le plan B, c'est bien la sortie de l'euro. Je vais vous dire. Il y a des points communs quand même. Prenez l'ensemble des pays méditerranéens. Les pays méditerranéens, qu'est-ce qu'ils veulent? D'accord? Que ce soit le peuple grec, que ce soit le peuple espagnol, que ce soit le peuple portugais. Ras-le-bol de cette politique austéritaire qui nous casse l'ensemble de nos services publics. Ras-le-bol. Mais vous êtes les premiers. Mais vous êtes les premiers. Ça vous énerve qu'ils vous disent tout à l'heure. On a le droit de dire qu'on en a ras-le-bol de la loi travail de M. Macron, qu'on a le droit de... Vous n'avez fait aucune des manifestations. Laissez-lui répondre. Laissez-moi parler, vous avez fait... Je vais terminer, après je vous passe la parole. Non seulement vous n'avez fait aucune de ces manifestations, aucune de ces résistances, mais en plus, partout vous êtes en exercice, vous défendez la réduction du nombre de fonctionnaires. Vous êtes contre les intérêts des classes populaires. Pas du tout. Et vous n'avez jamais défendu justement les services publics et vous prétendez toujours de réduire les dépenses publiques. Non, pas du tout. On défend à fond les services publics et on ne prétend pas réduire les dépenses publiques. Je vais vous dire le seul moyen. On a un plan d'économie sans larmes. C'est-à-dire qu'on va faire 8 milliards d'économies sur l'Union européenne, qui nous coûte 21 milliards quand on en
n'a plus que 13 qui retournent, donc 8 milliards d'économies, et toute la fraude fiscale. Parce que l'Union européenne que vous défendez, Madame Simonet, c'est une Union européenne avec le Luxembourg, un des plus grands... Laissez-moi parler. Le Luxembourg, un paradis fiscal au cœur de l'Europe. Et il y a aussi, on sait très bien... pas le Luxembourg. Hein. Non, mais l'Union européenne comprend ce paradis fiscal et on est obligé d'obéir à ses règles. Donc on est obligé de subir le Luxembourg avec une fraude fiscale absolument massive. Et ça, on reviendra dessus, il y a 60 à 80 milliards de fraude fiscale. Assez d'accord là-dessus. Il y a 10 milliards d'euros de carrousel de TVA qui s'échappent, voire, selon un expert fiscaliste, il m'a dit en ce moment 17 milliards d'euros qui s'échappent parce que les règles de TVA européennes sont mal faites et qu'il y a 17 milliards d'euros qui s'échappent par une mauvaise règle. Donc voilà, nos économies sont là-dessus. Nous, on soutient les classes moyennes et populaires. Mais je vais en finir. Je vais vous dire, l'Union européenne, qu'est-ce que c'est ? En 2011-2012, il faut y revenir dessus. Quand il y a la crise de la zone euro... On a 22 minutes après. Oui, mais je vous prends une minute, temps de parole égal, s'il vous plaît. Quand les Grecs perdaient leur travail par centaines de milliers, et le chômage des jeunes explosait à 50%, que le chômage des Grecs explosait à 25%, que l'économie avait perdu 20% de son PIB, que l'Italie, l'Espagne, il se passait des choses similaires un peu moins graves, que les jeunes Espagnols étaient lâchés à la rue. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là ? Eh bien, à ce moment-là, la BCE, en fait, au lieu de sauver le peuple, de donner de l'argent pour l'économie réelle, elle a sauvé les banques uniquement en leur prêtant massivement 1000 milliards d'euros à ces on est obligé de marquer une courte pause. On prend le débat juste après la pub et juste après un petit rappel de titre. À tout de suite. Objectif Élysée, deuxième partie avec les candidats et l'euro, ou plus globalement et l'Europe. On avait essayé de voir les points communs entre Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen, qui tous les deux ne veulent plus de cette Europe-là. Le débat était assez animé. Et Emmanuel Macron, dans tout ça, qu'est-ce qu'il pense de l'Europe, lui qui l'avait mis en tête de sa campagne ? Eh bien, écoutez-le. Pour défendre nos intérêts, nous avons besoin d'une Europe forte. Nous avons besoin d'une Europe avec laquelle nous sommes exigeants, qui protège nos artisans, nos commerçants contre la concurrence déloyale, qui protège nos agriculteurs, nos industriels contre le dumping fait à l'autre bout du monde par des puissances contre lesquelles nous seuls, nous ne pouvons rien, qui protège nos intérêts face aux risques terroristes et aux grandes migrations, face auxquelles fermer les frontières nationales ne servira pas à grand-chose, qui protège notre souveraineté numérique. Donc oui, le projet qui est le nôtre, c'est un projet européen et exigeant, un projet européen d'avenir, mais en aucun cas une promesse de repli. Philippe Martin, si la France sortait de l'euro, ça mettrait en péril l'Europe, globalement ? Ah oui, de toute façon, je pense qu'on ne peut pas sortir de l'euro sans sortir de l'Union européenne. Et ça met une énorme incertitude sur ce que devient la France. Moi, je sens quand même un lien entre les deux positions ici. C'est-à-dire qu'il y a une énorme incertitude. On ne sait pas comment on sort de l'euro. Et le plan A, plan B... Que ce soit le Front National ou Jean-Luc Mélenchon. C'est un peu différent. De ce point de vue, je ne dis pas que sur l'euro, en tout cas, je vois des liens. C'est-à-dire que c'est un peu l'économie magique. C'est-à-dire que tous les problèmes de la France, c'est l'euro, c'est l'Europe. L'Europe est devenue un bouc émissaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas que le Front National et Mélenchon qui en ont utilisé, ce bouc émissaire. Mais si on pense à un certain nombre de problèmes en France, le chômage des jeunes, l'éducation, l'apprentissage, la formation professionnelle, ça, c'est des problèmes. Est-ce que vraiment c'est la cause, c'est l'Europe ? Mais vous ne sentez pas quand même un certain désamour des Français pour l'Europe ? Non, mais je suis... Vous-même, vous dites qu'il faut la réformer. Absolument, absolument. Non, mais c'est ce que disait Emmanuel Macron. Il faut être exigeant. On veut plus d'investissement en Europe. On veut une réforme, en effet, de la zone euro. Et donc, mais la différence entre nous, c'est que nous, on ne pense pas qu'il faut détruire l'euro. Parce que détruire l'euro a un coût gigantesque. Et on pense aussi que face aux grandes puissances mondiales, que ce soit les États-Unis, la zone dollar, la Chine, les pays émergents, la France sera forte si elle retrouve la souveraineté au sens européen du terme. Et la France... Elle a perdu, là ? Non, mais ce que ça signifie, c'est qu'il faut que la France sera forte, elle est forte dans l'Europe. Elle l'est ou elle ne l'est pas ? Elle l'est dans l'Europe parce que c'est l'Europe qui lui donne sa force. Et donc, il faut être exigeant avec. Et donc là, ça ne fonctionne pas très bien pour l'instant. Alors, il faut être honnête. Il est clair que pendant la crise de la zone euro, on est tous d'accord là-dessus, que l'Europe a échoué. Nous avons échoué collectivement à gérer cette zone euro. Mais c'est sauvable, c'est réformable. Mais c'est réformable. Et comment on réforme alors ? Attendez, juste sur la Banque Centrale Européenne qui est attaquée de toutes parts, aujourd'hui,
Qu'est-ce qui fait qu'on emprunte aujourd'hui, la France, à des taux d'intérêt de 1%? C'est quand même la politique monétaire de la Banque Centrale Européenne. Donc mettre tout sur la Banque Centrale Européenne, c'est un peu facile. Philippe parce Murer, qu'on nous dit, réponse là-dessus. non mais on nous dit, si on sort, on aura une Banque de France. Est-ce que vous aurez des taux d'intérêt plus faibles que 1%? Alors je vais vous dire pourquoi on aura des taux d'intérêt un peu plus forts. Parce qu'on est honnête, c'est parce qu'on aura plus de croissance. Comme il se passe aux États-Unis, les taux... Non, je vais vous l'expliquer, on va recréer un moteur économique qui marche dans le bon sens. Mais moi, ce que je remarque dans votre discours, vous qui êtes représentant Macron, c'est votre projet peur. Vous parlez des mots détruire, alors que c'est pas ça, nous on veut des coopérations avec nos amis européens. Mais des coopérations, on veut des positives. Airbus, entre-temps, vous détruisez l'euro. Airbus, Ariane, oui, on veut plus de l'euro, je veux dire, effectivement, parce que cette monnaie, c'est une monnaie de banquier qui nous a coûté beaucoup trop cher, qui nous a complètement désindustrialisés. Donc oui, pour que la France retrouve son équilibre, on veut ça, mais c'est pas que ça. Donc on achète les Airbus en francs. Pardon ? On achète les Bien Airbus. sûr, mais vous savez, francs. la France, elle est au Conseil de sécurité, la 2e zone économique du monde, c'est la 5e puissance économique mondiale. Et tout ce qu'on voit, je veux dire, parce que vous êtes dans le projet peur, le même que ceux qui ont voulu interdire aux Anglais de penser par eux-mêmes. Positif de réforme de la zone euro. Mais le projet peur, c'est de nous dire détruire, les mots détruire, etc. Ce petit jeu, ça suffit, quoi. C'est le jeu de l'oligarchie qui ne veut pas perdre le pouvoir. Il faut expliquer comment vous allez faire. Non, mais je finis. Le Brexit, c'est très important. Ils ont joué le même jeu. Qu'est-ce qui se passe après? On voit que les exportations... On ne sait pas trop ce qui va se passer. Alors, je vais vous le dire ce qui se passe. Mais ça n'a pas encore été acté, le Brexit. Je peux vous donner c'est pas encore si c'est acté. déjà anticipé. On connaît pas toutes les La conséquences. livre sterling, elle a baissé de 15% suite au Brexit, d'accord? Alors messieurs, Macron, etc. nous font peur en nous disant ça va être horrible, il y aura de l'inflation. Il y a 1,8% d'inflation. Par contre, les exportations, ce que dit Marine Le Pen, les exportations vont exploser. Elles ont explosé de 20% en Angleterre. Et c'est excellent pour le tissu industriel anglais. Et l'Angleterre est en train de se rééquilibrer. Et sa croissance est à 3% quand nous, on est à encalminé à 1% avec un taux de chômage gigantesque. On rappelle quand même que le Brexit n'est pas encore acté et on ne connaît pas encore toutes les conséquences. Oui, mais la livre sterling qui baisse de 15%, dans les 2 prochaines années, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais vous en faites pas. La Grande-Bretagne n'est pas dans la zone euro. Hein. Et ça va être plus dur pour la France. Alors, sur le projet peur, monsieur, vous savez très bien, vous êtes un économiste, vous avez travaillé à la Fed de New York, si je ne me trompe pas, donc à Wall Street, etc. Vous savez très bien... Oui, enfin, c'est elle qui nourrit Wall Street. Vous savez très bien que la Tchécoslovaquie, en 92, se scinde en 2 pays. Donc il y a une seule monnaie, une seule dette. Elle se scinde en 2 pays avec 2 monnaies, 2 dettes. Il n'y a pas de faillite, il n'y a rien du tout. Il n'y a même rien qu'il se passe. Ça, c'est un petit pays. Non, mais c'est pas... Oui, ce sont encore plus petits non, mais pays. un grand pays, c'est encore plus simple. Et qu'est-ce qui se passe ? Il n'y a aucun problème économique. Ça se dissout de façon très rapide. Et tous les dirigeants tchèques avec qui Marine Le Pen a parlé lui ont dit... Pour changer de monnaie, ça se fait très vite et ça ne pose aucun problème. Donc voilà pourquoi le projet peur, ça suffit. Alors Daniel Simonet, maintenant, vous n'avez jamais répondu à ma question. Jean-Luc Mélenchon, il veut sortir de l'euro ou pas? La question de l'euro, c'est pas l'alpha et l'oméga. La vraie question, je vais vous dire, c'est important. Vous avez commencé par dire que c'était le sujet essentiel. Non, la question de l'Union européenne, de l'Europe est la question essentielle, pas la question de l'euro, la question de l'Union européenne. Je vais vous prendre un exemple. Aujourd'hui, par exemple, quand vous habitez en zone rurale, vous avez vos gares qui ferment. Bon, ça n'est pas à cause de l'euro en tant que monnaie. Si les gares, elles ferment, c'est à cause des directives libérales européennes qui imposent la mise en concurrence du fret ferroviaire et qui est en train de briser l'ensemble de notre fret ferroviaire. Donc le problème, c'est le refus et la désobéissance à ces directives libérales européennes qui cassent nos droits à la mobilité. Un autre exemple, il y avait une manifestation mardi dernier, il me semble que j'étais la seule des 3 sur cette table à y avoir participé, une manifestation pour défendre l'hôpital public et la santé. Aujourd'hui, la santé est en train de crever, nos hôpitaux sont en train dans une situation catastrophique. Mais on est sur l'euro, là. Mais c'est justement à cause de l'Union européenne, parce qu'on impose des politiques d'austérité et on demande aux États-nations de réduire leurs dépenses publiques. Et ensuite, ça redescend sur l'ensemble de nos territoires par les politiques d'austérité. Avez-vous entendu une seule fois le Front National dénoncer les politiques d'austérité? Non. Partout où ils sont en exercice, ils revendiquent de les appliquer et de réduire. On le dénonce tout le temps. Écoutez, votre trésorier, qui certes a d'autres problèmes, d'autres chats à fouetter avec l'ensemble des boires vis-à-vis de la justice, n'a cessé de défendre justement des politiques d'austérité et des réductions du nombre de fonctionnaires. Or, on a besoin, pour l'intérêt général, eh bien moi j'aimerais qu'on revienne sur les traités européens. D'abord, désobéir aux traités. Voilà, désobéir à ces traités qui imposent la casse de nos services publics. Désobéir à ces traités qui empêchent toute harmonisation sociale et fiscale. Désobéir à ces traités et exiger
de l'Union européenne, c'est le plan A, une négociation pour faire une refonte. Et si on ne peut pas réformer, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, si on ne peut pas réformer, on sort de ces traités avec les pays qui le veulent. Eh bien, on quitte l'euro? Je vais vous dire. Alors, on va voir. Est-ce qu'on quitte l'euro ou est-ce qu'on ne quitte pas l'euro? On va voir la réaction. D'abord, moi, je ne perds pas espoir que le plan A puisse marcher. Qu'à partir du moment où la France, avec le poids qu'elle représente, si elle dit unilatéralement, nous, l'ensemble de ces traités-là, on refuse de les appliquer, vous allez voir la réaction des autres. Notamment quand on va dire non, la dette, nous, on ne veut pas la rembourser. Mais donc vous êtes d'accord, vous êtes d'accord avec ça vous fait plaisir, vous avez vraiment envie de dire qu'on est d'accord. Mais de dire que l'Europe ne marche pas bien et qu'on va la réformer. Ils ne se sont jamais opposés à l'austérité. Nous, on veut un référendum du peuple. Mais lui, il dit que si. Nous, on veut un référendum du peuple sur l'Union européenne. Bientôt, ils vont vous dire qu'ils vont être pour nationaliser les banques, qu'ils sont pour donner des droits des salariés. Quelle est la différence? Oui, on veut supprimer la loi travail, donc pour donner des droits, oui, évidemment. Mais oui, mais parce que vous voudriez encore plus de déréglementation du Code du travail. Mais non, on veut supprimer la loi travail, madame. Non, mais oui, bien sûr, vous êtes les grands défendeurs du Code du travail. L'autre problème, c'est vrai, de l'Union européenne. Vous êtes pour supprimer les syndicats, vous êtes contre les organismes. C'est pas autre chose, monsieur. On est sur l'Europe, là, et sur l'euro. Eh bien, la loi travail, elle vient d'où? C'est une exigence de l'Union européenne qui a été échangée avec Hollande en échange d'un délai supplémentaire pour atteindre les 3%. Vous prenez toutes les mesures structurelles sur les retraites sont aussi des injonctions de l'Union européenne. Vous avez un peu l'ubérisation, par exemple, le problème des taxis et des plateformes amies de M. Macron, Uber et compagnie viennent aussi d'une transposition de directive. Vous avez le même raisonnement que le Front National, on n'est plus chez nous. C'est insupportable. Vous êtes journaliste, monsieur. Vous êtes monsieur, vous avez un métier qui est magnifique. C'est celui d'être journaliste. Vous êtes un hussard de la République. Vous êtes là normalement pour aider les citoyens à forger leur esprit critique. Oui, c'est pour ça que vous êtes là pour vous exprimer. Donc arrêtez de dire que nous disons la même chose que le Front National. Parce que ce faisant, est-ce que vous avez conscience que vous êtes en train de dédiaboliser le Front National vous avez des points communs. Qui défend la règle brune? Alors on va parler de la règle brune. Madame, il n'y a plus que vous qui y pensez. Hein. Ah oui, il n'y a plus que moi. Mais oui, il n'y a plus que vous qui y pensez, c'est ridicule. Pour en revenir un petit peu à ce que prône Jean-Luc Mélenchon, quelle est la différence avec Benoît Hamon? Lui aussi, il veut renégocier les traités européens. Et d'ailleurs, ça a été un des sujets de discorde, j'imagine, au moment... On l'écoute, Benoît Hamon, et puis on y revient juste après. L'Union européenne, à mes yeux, comme aux yeux de beaucoup d'Européens, n'a pas assez protégé les siens et la confiance se fissure de plus en plus entre les Européens et le projet européen lui-même. Les Européens sont aujourd'hui en état de légitime défiance et ils ont raison de se dire qu'on leur a peut-être confisqué l'Europe. Voilà, quelle est la différence entre votre projet et celui de Benoît Hamon? Alors, il y a pas mal de choses dans le constat qui vont se retrouver. Mais après, la proposition, elle est radicalement différente. Monsieur Benoît Hamon propose de créer un Parlement de la zone euro. Donc, première chose, quand il crée un Parlement de la zone euro, il ne remet pas en cause la Banque centrale européenne et son indépendance. Et donc, l'endettement auprès des marchés financiers. Il ne remet pas en cause ce principe-là. Mais il ne veut pas que ce soit les ministres des Finances de l'Eurogroupe qui prennent les décisions. Oui, mais enfin, c'est pas non plus... c'est un Parlement de plus. En quoi un Parlement de plus? C'est quand même une sacrée... Donc ça ne va pas assez loin pour vous, ça. Mais c'est pas que ça va pas assez loin, c'est que d'abord, ça n'aura pas lieu, c'est une illusion complète. Donc c'est du blabla le temps d'une élection. Le Parlement de la zone euro ne verra pas le jour. Ensuite, il promet de le mettre en place par traité dès qu'il y aura 50% des pays de la zone euro, c'est-à-dire les 19 pays et non pas les pays de l'Union européenne. Donc ça veut dire que d'ores et déjà, il ne remet pas en cause les traités libéraux européens que nous dénonçons et que nous souhaitons désobéir. Et surtout, il n'a strictement aucune méthode pour créer un rapport de force et permettre à son Parlement un jour de voir le jour. Il faut un rapport de force. Mais bien sûr, il reprend finalement ce que M. Hollande disait déjà en 2015. Vous avez vu ce que ça a donné depuis les promesses de M. Hollande d'un gouvernement de la zone euro depuis 2015. Rien. Hollande a commencé son quinquennat en promettant la renégociation des traités sans aucun rapport de force. Résultat, il n'a pas modifié une virgule. Philippe Martin, vous êtes d'accord avec ce que dit Benoît Hamon sur cette fissure entre les Européens et le projet européen? Oui, je pense que de fait, on est tous d'accord que le projet européen ne fait plus rêver. Et donc, en effet, il faut le faire réémerger comme quelque chose qui a des propositions concrètes. Et comment alors, justement? Comment le guérir, comme vous disiez? Est-ce que, comme Daniel Simonet, il faut un rapport de force? Alors, moi, je ne crois pas au conflit, et je pense que c'est un fantasme que de dire la France va aller au conflit avec l'Allemagne. Non, il faut une discussion
claire, ferme, sur un certain nombre de désaccords qu'on a. Sur le fait que, par exemple, il n'y a pas assez d'investissements, qu'aujourd'hui, le compte courant excédentaire de l'Allemagne est plus un problème que le déficit budgétaire français. C'est plus déstabilisateur de ce point de vue. C'est pas à cause de l'euro, ça ? Non, c'est un problème de la politique macroéconomique allemande qui veut toujours épargner plus, à la fois sur le secteur privé et sur le secteur public, et n'investit pas suffisamment. Donc on doit avoir un plan d'investissement au niveau de la zone euro. Je vais aussi défendre un tout petit peu quand même. Juncker en avait proposé un. Oui, mais il faut le faire de manière beaucoup plus importante. Il n'y a rien. Il faut le faire de manière beaucoup plus importante. Et il faut aussi défendre l'indépendance de la Banque Centrale Européenne. Pourquoi ? Parce que c'est cette indépendance qui a fait que Mario Draghi, la Banque Centrale Européenne, fait une politique monétaire aujourd'hui très expansionniste qui permet aux États européens de s'endetter à un taux très faible et vous le savez très bien, contre l'avis des Allemands et du gouvernement allemand qui considèrent... si vous regardez ce qui est en train de se passer, on a eu une crise très longue, on a fait des erreurs au moment de la crise de la zone euro. Aujourd'hui, le crédit en zone euro augmente, le chômage a baissé, trop lentement, beaucoup trop lentement, et donc il faut aller plus loin. Notamment par rapport à nos voisins. Mais aujourd'hui, créer une troisième crise financière avec la sortie de la zone euro, je pense qu'on n'a pas besoin de ça. On a eu la crise financière de 2008-2009, celle de 2010-2012. On est en train très lentement, très difficilement de sortir de la crise de la zone euro. Les pays sont en train finalement de retrouver un tout petit peu de croissance et c'est là maintenant qu'on va remettre le paquet sur l'incertitude et la crise. Si je peux me permettre, parce qu'en temps de parole, on n'est pas égal, madame. Allez-y. Simonet. La fissure de l'Union européenne, oui, le libre-échange. Mais moi, je vais vous donner 2 coups de poignard récents qu'a fait l'Union européenne. Elle vient d'ouvrir tous les marchés de la banane à l'Équateur en baissant considérablement les droits de douane et en mettant les quotas seront terminés dans 3 ans. Ça va tuer nos producteurs de bananes parce que l'Équateur est un des pays moins chers et le premier exportateur mondial. Ils vont donc tuer la Martinique, la Guadeloupe. Un autre problème encore plus majeur, le CETA, l'accord de libre-échange. Je ne vais pas en parler, ça va faire très mal à nos éleveurs, mais surtout, et là, il faudra que Macron nous explique pourquoi il veut ça. Elle crée un tribunal d'arbitrage, c'est-à-dire une justice privée avec des avocats d'affaires internationales qui travaillent dans certains secteurs, qui auront le droit. Donc c'est multinational. Laissez-moi parler, madame. C'est multinational parce que c'est important. Bah oui, mais c'est important. C'est multinational. Non, mais laissez-moi parler parce que si je ne peux pas dévoiler le CETA, je ne sais pas, vous êtes l'ami des multinationales. Non, j'ai fait un peu plus de manifestations que vous contre le CETA. Mais nous, on se bat tout le temps. Pendant les conseils généraux, on défendait justement de nous opposer au CETA. Vos élus, eux, ne votaient pas. Alors, les multinationales, pour qu'on l'éclaircisse, ont le droit d'attaquer les États devant un tribunal d'arbitrage, une justice privée. Vous y êtes pas opposé. Mais parce qu'on s'y oppose tout le temps. Parlement européen, arrêtez de dire n'importe quoi. Rappelle, c'est des juges publics. Non, ce sont des juges, des avocats d'affaires internationaux qui sont nommés. Ce ne sont pas des juges publics, vous mentez. Et Macron défend ainsi les multinationales, ce qui n'est pas étonnant vu son parcours. Attendez, je parle 1 minute quand il parle. Attendez, vous l'attaquez, il peut répondre pourquoi il dépend le. Je reprends la parole. Parce qu'on pense que le commerce est une bonne chose, contrairement en effet, là, il y a clairement un lien entre les deux. Le commerce c'est une bonne chose avec beaucoup de règles, et c'est pour ça qu'Emmanuel Macron, par exemple, a poussé beaucoup les mesures anti-dumping contre le dumping chinois sur l'acier. C'est lui qui est à l'origine. Ah bah, c'est que vous écoutez pas. Il y en a pas eu. Et l'accord avec le Canada, avec les États-Unis, tout ça, c'est bon pour vous ou pas? L'accord avec le Canada, franchement, le Canada, si c'est pas un pays avec lequel on peut commercer et ne pas avoir un accord. Le problème est les règles. Non. Si je peux reprendre, j'ai eu le droit 1 minute de temps de parole. Donc vous êtes pour que les multinationales attaquent les États devant la justice. Non. Bon, je le comprends. Si c'est dans le CETA, purement dans le CETA, Madame Simonet, là-dessus, pour une fois, on est d'accord. Mais si vous voulez, vous êtes de toute manière, Macron, c'est quand même le candidat de la finance. Parce que quand on regarde ses équipes, il y a énormément de financiers. Il y a aussi Jean Pisani-Ferry. Je suis pas financier. Non, je suis d'accord. Mais il y a Jean Pisani-Ferry, responsable du programme, expert du FMI, ancien expert de la Commission européenne, Bruegel, financé par l'Institut Bruegel, moitié Commission européenne, moitié multinationale. Mais ça, c'est fondamental. D'où ils viennent? Ce visage neuf et frais qu'on veut nous vendre, c'est le visage du système. D'ailleurs, c'est pour ça qu'ils... C'est pour ça du système. Bien sûr, c'est pour ça qu'ils soutiennent les multinationales
contre les États. Et ça, nous, on n'est pas d'accord. Nous, ce qu'on veut, c'est soutenir les PME, soutenir l'économie réelle, aller vers la croissance verte, parce qu'on aura une Banque de France qui nous permettra de faire notre transition énergétique et pas de la mendier. Vous prenez un certain protectionnisme. Est-ce que c'est pas les foyers modestes qui vont être le plus impactés par ça, puisque c'est eux qui achètent le plus de produits importés? Bien sûr que non, parce que ça sera un protectionnisme intelligent, il sera là. Mais je vais vous dire, l'affaire Whirlpool, je peux en parler en 3 secondes sur un contrat. Écoutez ce que disent les économistes. On va écouter un économiste qui, si le Front National passe, écoutez ce qui va se passer. Il s'appelle Christopher Dembik et il est économiste à la Saxo Bank. On constate que de la part des investisseurs étrangers, il y a une réelle inquiétude concernant le déroulement de l'élection présidentielle. On l'a vu notamment sur le CAC 40. On le voit aussi également sur les taux d'intérêt auxquels la France emprunte et qui ont augmenté ces dernières semaines, ces derniers mois. Les investisseurs étrangers s'inquiètent du programme économique et en particulier européen de Marine Le Pen. Tout simplement, c'est le Frexit, donc la sortie potentielle de la France de l'Union européenne et éventuellement donc de la zone euro. On doit souligner que aujourd'hui, la quantité de dette française est détenue à 60% par les investisseurs étrangers, ce qui explique automatiquement leur forte inquiétude à l'égard d'une redénomination de la dette française en nouveau franc. Ils sont inquiets, qu'est-ce que vous répondez ? Ils sont inquiets. Non, ils ne sont pas inquiets parce que je vais vous dire, les marchés financiers se portent bien et de toute manière, la politique de la France ne se fait pas à la corbeille. Ce n'est pas aux multinationales de donner des ordres à la France. La France, il y a bien assez d'épargne pour financer la dette française. On n'a pas besoin des investisseurs étrangers, je veux dire, parce qu'il y a 1600 milliards dans l'assurance vie quand même. Il y a de quoi financer énormément de choses et il y a plein d'épargne à côté. Donc le protectionnisme intelligent, je vais vous dire, ça aura des effets concrets. Je vous prends un cas très concret. Whirlpool délocalise son usine de sèche-linge d'Amiens, de France, en Pologne. Je vais vous dire, si on avait juste le droit de marquer, parce que l'Union européenne l'interdit, fabriqué en France, fabriqué en Chine, fabriqué en Pologne, le consommateur français pourrait avoir un achat en se disant je préfère acheter ce réfrigérateur 10 € de plus, 20 € de plus parce qu'il est fabriqué en France. Ça passe souvent pour 20 € en Pologne. Et de la même manière, donc c'est loyal pour eux, c'est loyal pour nos producteurs qui produisent ici, et ça permettra aussi de recréer de la croissance. Mais aussi, cette Banque de France, elle est fondamentale, parce que si on veut faire la transition énergétique, soyons sérieux, M. Martin. Je veux dire, Macron, il propose un projet avec 10 milliards d'euros par an de relance pour changer la France. C'est ridicule. La transition énergétique, pour se passer des énergies fossiles, il faudrait 1600 milliards d'euros sur la durée à venir. Si on le fait sur 30 ans, c'est 50 milliards d'euros d'investissement. Sur les énergies, 50 000, mais si, Marine s'exprime, vous ne la relayez pas, mais 50 milliards d'euros par an d'investissement, il faudrait. Et bien à ce moment-là, si vous n'avez pas une Banque de France, qui permet aux Français, par exemple, de s'isoler en mettant, par exemple, 30 000 € dans leur bâtiment, en empruntant à 0% à 15 ans. Les Allemands sont en train de le faire, ils sont en zone euro. Pardon ? Oui, mais ils le font très peu. Je vais vous dire, la France, mais vous connaissez mal le sujet. La France émet 2 fois moins de CO2 que l'Allemagne. Parce qu'elle a du nucléaire. Eh bien oui, parce que c'est se passer des énergies fossiles. Mais nous, on veut y aller et on veut avoir notre finance pour pouvoir le faire. Vous vouliez ajouter quelque chose sur le protectionnisme. Ce triste jour anniversaire de Fukushima, eh bien, il faut aussi se passer du nucléaire. Non, moi, ce que nous pensons, nous, c'est qu'il faut absolument mettre en place un protectionnisme solidaire. C'est-à-dire pas un protectionnisme aveugle sur l'ensemble des produits importés, mais un protectionnisme qui soit en capacité de faire respecter les clauses sociales et les clauses environnementales. Et qui, du coup, encourage la relocalisation et le travail sur les circuits courts. Et ça, c'est extrêmement important de pouvoir reprendre la main sur une stratégie industrielle de la France. Et pour cela, il faut aussi également donner des droits qu'est-ce que vous faites si Philippe délocalise à Amiens ? Alors justement, il faut donner des droits sociaux, des droits des salariés beaucoup plus importants dans les conseils d'administration des entreprises. Parce que sinon, vous pouvez revenir sur un repli État-nation, vous n'empêcherez pas une entreprise, si elle a envie de se carapater parce qu'elle a trouvé une force de travail beaucoup moins chère qu'elle surexploite ailleurs, de le faire. Ça n'a strictement rien à voir avec simplement la question de l'euro. Donc il faut donner des droits à des salariés contre le diktat des actionnaires. Et de se dire, voilà, les actionnaires, en fonction de la durée de temps de leur investissement, eh bien, leur pouvoir dans l'entreprise doit changer. Et les salariés juste sur le protectionnisme, tout le monde a oublié qu'il y a des millions de Français qui travaillent dans des entreprises exportatrices. Donc il y a des millions... Il y a des millions de travailleurs dans des entreprises exportatrices qui sont parfois des multinationales. Non. Attendez, il faut terminer un dernier mot. Ce que ça signifie, c'est que l'emploi aussi, la mondialisation, ça permet aussi de l'emploi en France. Merci à tous. Dans un instant, le journal sur LCI.